Donc, rebonjour, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux, hein, une grosse centaine à nous rejoindre pour cette réunion webinaire, en mode webinaire, vu le contexte sanitaire. Donc, je vous remercie d'être très nombreux et présents donc, pour cette réunion de 2 heures qui fait suite à la journée Smart City and Territory Innovation Day que nous avons organisée SCS avec Cap Énergie et qui est en mode Open Innovation avec les données que Enedis va partager avec nous, et je les remercie d'avance, et les différents territoires. Alors, un petit détail technique et logistique. Donc, les micros, vos micros sont fermés pour des raisons, bien sûr, de facilité de logistique, puisque vous êtes nombreux. Il y aura une session de questions-réponses. Vous êtes invités, bien sûr, hein, bienvenue à poser des questions dans le module chatter, hein, selon la langue de votre GoToWebinar. Vous pouvez donc les poser par écrit et nous y répondrons hein, juste après les présentations des différents intervenants. Vos caméras également sont désactivées. Par contre, effectivement, les caméras des intervenants hein, seront activées au moins au début de leur intervention et pendant la session questions-réponses pour que vous puissiez voir un peu à qui vous avez affaire. Voilà, la session est enregistrée. Hein, elle sera donc disponible en replay sur le site du pôle SCS début de semaine prochaine. Hein, c'est Audrey, que je remercie déjà par avance, qui est en back-end, qui la mettra sur la page publication vidéo replay. Mais elle sera également, j'imagine, disponible sur le site de Cap Énergie. Je ne sais pas si Valentina, tu es là, tu veux me rejoindre. Hein, on fait ça à deux. Hein, c'est Cap Énergie et SCS. Oui, je suis là. Voilà. Bonjour et puis, oui, et puis je voulais aussi vous dire, c'est très important pour Cap Énergie et pour SCS de répondre au questionnaire. Hein. Vous allez avoir un questionnaire qui va s'afficher juste au moment où je vais quitter le webinar à la fin, donc vers 16 h, et merci d'y répondre. Ça vous prendra 1 minute, mais c'est important pour nous de faire un suivi et puis de revenir aussi vers vous, notamment si vous souhaitez être accompagné, hein, accompagné pour une mise en relation avec un des intervenants ou une expertise précise par rapport à une question qui a été posée. C'est très important pour nous. Voilà, un petit aperçu de l'agenda si vous le voulez bien. Eh bien, donc d'abord une introduction par SCS et Cap Énergie sur voilà, la journée du 12 novembre. Vous n'étiez pas tous présents, je crois, mais on va juste vous faire un petit rappel, hein, vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé sur cette journée basculée en digital d'ailleurs au dernier moment, mais qui a été un grand succès. Puis ensuite, on va découvrir hein, donc les 63 jeux de données en open data mis à disposition par Enedis, avec une illustration très concrète et des démos par Enedis que vous voyez là. Pendant 30 minutes, en tout cas à peu près un petit peu moins de 30 minutes, ces démos. Une session questions-réponses, si nous sommes dans le timing, sera ouverte juste hein, pour ces deux présentations donc, de Enedis, par Émeric Chambris et par Bertrand excusez-moi, j'ai un petit doute sur le nom, par Bertrand Le Baudot. Voilà, merci Valentina. Et puis ensuite une table ronde. Hein, une table ronde, alors dont l'objectif est eh bien, de faire émerger des besoins, les besoins des territoires, mais également les différentes initiatives hein, que mettent en place ces différents territoires, et bien sûr aussi Enedis, pour voilà, favoriser la transition énergétique et environnementale. Donc le sujet de la Smart City and Territory Innovation Day, et voir qu'est-ce que finalement on pourrait initier comme démarche avec ces jeux de données mis à disposition par Enedis, et dans ce cadre de la transition énergétique et environnementale. Et puis, allez, 10 minutes maximum, 5-10 minutes de quelques appels à projets en cours qui peuvent vous intéresser, qui ciblent aussi bien les collectivités, ça c'est important de le dire d'ailleurs, que les startups, les PME et les grands groupes. Hein, certains sont que pour les PME, d'autres sont pour tous. Voilà, ce sont des appels à projets qui sont dans cette thématique, je dirais, le numérique pour la transition énergétique et environnementale, et qui pourrait vous aider, hein, à financer et à prendre le risque de monter un projet et d'initier une collaboration avec, par exemple, une start-up, un territoire et Enedis via ces jeux de données. Voilà, et puis une session questions-réponses que je vous invite encore à remplir au fur et à mesure de la prise de parole des différents intervenants. Voilà. Alors, un petit aperçu, je ne sais pas si Valentina, tu veux commenter également ce petit retour sur le Smart City. Bon, voilà, en tout cas, c'était donc la data, la donnée au service du territoire intelligent et l'optimisation des ressources. 14 startups ont pitché un cas d'usage innovant et disruptif. Il y avait 3 collectivités présentes. Il y avait
l'ex-Marseille Métropole, qui est aussi d'ailleurs présente et que je remercie, Nice Côte d'Azur, qui est aussi présente aujourd'hui, et la région Sud, et 4 opérateurs de réseau, d'énergie ou de gaz. Il y avait donc le Canal de Provence, il y avait bien sûr Enedis, il y avait SMEG, et puis le dernier, c'était WIT peut-être, qui était aussi présent, je crois. Voilà, j'ai mis 4 opérateurs de réseau. J'ai peut-être fait une petite erreur, bon, désolé. Voilà, et donc cette journée, elle a souligné quoi? Elle a souligné l'importance du numérique pour la filière énergie, mais aussi pour la filière eau. Je dirais la complémentarité de 1 + 1 = 3 de l'écosystème du numérique représenté par SCS et de l'écosystème énergie et ressources représenté par Cap Énergie, avec pas mal de suivi presse. Et puis, si vous n'y avez pas participé et que vous souhaitez revoir les présentations, elles sont disponibles encore une fois sur le site du pôle SCS et j'imagine aussi sur le site de Cap Énergie, j'imagine. Elles sont disponibles pour tous. Voilà. Ensuite, certains d'entre vous ont bénéficié de rendez-vous de 10 minutes chacun. C'était chronométré, c'est vrai, mais ça a été plutôt efficace et bien rythmé. 50 rendez-vous pendant 3 jours, organisés par SCS et Cap Énergie. Et puis, on s'était promis avec Valentina fin 2020 de faire une suite à cette journée Smart City, puisqu'il y avait eu quelques manifestations d'intérêt. Ben voilà, on y est. On est là aujourd'hui pour vous présenter des dispositifs de financement et puis voilà, des initiatives, des projets, des données par certains des acteurs de cette journée. Voilà, quelques feedbacks. Bon, je ne vais pas les lire, je vous les laisse les lire tranquillement, mais c'est vrai que c'était plutôt positif. Et ça, c'est vraiment 100% du questionnaire. Pareil, c'était en mode questionnaire avec GoToWebinar. Et bien donc, nous avons eu des retours via ce module. Et c'est vrai que pour nous, c'est important. Pas qu'il soit positif, mais qu'il soit constructif, bien sûr, pour qu'on puisse s'améliorer encore pour les prochains événements. Voilà, alors là, je vais passer la main à Émeric, si vous voulez bien, Émeric, ouvrir votre caméra. Je vais fermer la mienne. Bien, bonjour à tous. Donc, Émeric Chambris, direction client territoire Enedis. Voilà, vous êtes en mode présentation. Parfait. Alors, l'idée, donc effectivement, c'est de vous présenter notre Open Data. Et avant de rentrer effectivement dans le détail, on souhaitait vous montrer un petit film qui illustre les possibilités de l'Open Data, donc un film de 2 minutes pour rendre les choses plus concrètes. Ah mince, oui, c'est vrai que mince. Oui, donc c'est vrai que du coup, je dois reprendre la main. J'avais zappé ça. Voilà, donc vous devriez voir normalement une vidéo qui va démarrer. Automatiquement, tous les micros vont être coupés, ne pourront pas être ouverts pendant les 2 minutes de vidéo. Donc après, je vous rappelle, Émeric, de manuellement rouvrir votre micro pour reprendre la parole et présenter ces 63 jeux de données. À l'heure de la transition écologique, les territoires se transforment et adoptent de nouveaux modes de production et de consommation d'électricité, notamment avec le développement des énergies renouvelables locales et des nouveaux moyens de mobilité pour les citoyens. Cependant, il est parfois difficile de mesurer et de suivre concrètement l'évolution de cette transition écologique. Les collectivités ont besoin d'un produit simple qui les accompagne au quotidien pour visualiser cette transformation. C'est ainsi qu'est né le projet i360. i360, c'est une interface web ludique et évolutive. Dans sa première version, elle est composée de 3 modules. Le premier représente l'évolution des flux électriques sur un territoire. Des informations sur l'équilibre entre la consommation et la production locale sont également disponibles et permettent de comprendre le rôle clé joué par le réseau électrique pour évacuer le surplus ou acheminer le complément sur le territoire de la collectivité. Le deuxième module se focalise sur la production locale d'énergie renouvelable. On peut alors facilement visualiser la répartition des différentes filières de production. Le troisième module concerne les données liées à la mobilité électrique, usage de plus en plus présent et devenu aujourd'hui un enjeu majeur de décarbonation des trajets du quotidien.
La collectivité peut ainsi visualiser les données clés telles que l'emplacement et le nombre de bornes de recharge accessibles au public et l'évolution des immatriculations sur le territoire. Pour faciliter la compréhension d'un public non électricien, le service i360 propose également une visualisation des données en équivalent accessible à tous. i360, c'est la solution pour suivre l'évolution de la transition écologique sur nos territoires. Voilà. Merci pour votre attention. Donc là, maintenant, je vais donner la parole à Émeric et vous désignez donc présentateur. OK. Voilà. Parfait. Voilà. Si vous voyez mon écran, donc on commence. Alors, déjà, ce qu'on entend par Open Data, hein, l'Open Data, c'est la mise à disposition de données anonymisées et gratuites. Les mots ont bien sûr leur importance à tous les acteurs. Donc, on est dans une démarche vraiment libre. On a trois objectifs derrière cette Open Data. Le premier, c'est vraiment la transparence vis-à-vis de nos clients, et l'Open Data est un formidable levier pour ça. Il y a un deuxième enjeu pour nous, Enedis, c'est la pédagogie. Derrière la mise à disposition des données brutes, c'est comment on les met en forme pour que ça ait du sens pour nos clients. C'est un aspect qui est important également. Et bien, le troisième point, bien sûr, si tout ça, ça peut aider à la transition écologique, à des actions de maîtrise de la demande en énergie, eh bien effectivement, c'est l'idéal, et c'est en tout cas ce qu'on vise en mettant à disposition ces données en open data. Si on poursuit, on a aujourd'hui 63 jeux de données qui sont disponibles via 5 thématiques. 63 jeux de données, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'avec Bertrand, on a fait le parti pris d'illustrer le plus possible l'utilisation qu'on peut faire de ces données. Sachant qu'on a 5 grandes thématiques pour structurer ces données. L'énergie avec 35 jeux de données, c'est vraiment dans l'énergie qu'il y a les jeux de données les plus utilisés par nos clients. La mobilité électrique, bien sûr, l'exploitation des réseaux, les marchés de l'électricité et les infrastructures. Derrière, c'est tout ce qui est cartographie et réseau. C'est aussi un jeu de données qui fonctionne bien auprès de nos clients. Alors, si on poursuit, ce qui peut être intéressant si vous voulez réutiliser ces données, c'est les conditions d'utilisation. Enedis a fait le choix de la licence Etalab qui présente donc 3 grands avantages que vous avez à l'écran. Bien sûr, c'est la réutilisation qui est donc libre et gratuite, on l'a vu précédemment. Le deuxième point, c'est la mutualisation, parce que si vous allez par exemple chercher des données chez GRDF pour associer l'électricité au gaz, vous constaterez que GRDF utilise aussi Etalab, ce qui facilite donc la mutualisation. Et le troisième point, c'est la transparence. C'est assez light l'utilisation de ces données. Si vous les réutilisez, il faut juste préciser la source et la date de l'utilisation de ces données pour que le client sache effectivement de quelles données, la fraîcheur de ces données. Alors, si on poursuit, petite précision, donc on a côté Enedis 2 sites, vaut mieux le savoir sur l'Open Data Enedis. Le premier que vous voyez à gauche, dataenedis.fr, qui est plutôt destiné, je dirais, aux non spécialistes du développement de l'Open Data. C'est là où vous allez retrouver notamment la data visualisation. Donc, si vous êtes un utilisateur normal, entre guillemets, c'est la partie gauche qu'on vous conseille. Si en revanche, vous êtes une startup et que vous voulez récupérer des API pour développer une application smartphone, par exemple, c'est sur la partie droite qu'il faudrait mieux aller, donc dataenedis.fr/explore.
Alors maintenant, si on fait un peu le zoom sur l'Open Data Enedis, donc la partie de gauche qu'on a vue précédemment, la partie plutôt grand public. Comment est constituée donc cette Open Data? On a déjà en haut une partie chiffres à la une. L'idée, c'est vraiment de mettre à jour les données dans l'air du temps. Là, dans l'exemple que vous avez, on a par exemple l'impact de la crise Covid sur les consommateurs professionnels. On voit par exemple une baisse l'année dernière de moins 24%. On a également, mais c'est Bertrand qui vous le montrera, l'illustrera en détail, des exemples d'utilisation. Le régulateur nous a effectivement dit que c'était très intéressant tous ces jeux de données, mais que si on pouvait donner des illustrations afin de voir comment on pouvait mieux exploiter ces données, c'était mieux. D'où effectivement ces exemples d'utilisation. Et sur la partie droite, on retrouve également, cette fois, à destination des collectivités, donc c'est en bas à droite de l'écran, la partie collectivité où vous pouvez imprimer donc, le bilan de mon territoire. Là aussi, Bertrand nous fera une démo tout à l'heure. Alors, si on poursuit là, vous retrouvez donc les grandes fonctionnalités des deux modes d'open data que l'on a. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que j'ai pu les aborder précédemment. Vraiment, le message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que voilà, l'open data grand public, on insiste sur la data visualisation, la partie de gauche. Pour les experts, c'est vraiment les API, donc la partie de droite, sur lequel on souhaite insister côté Enedis. Voilà. Si on rentre maintenant dans le détail de la data visualisation, vous avez sur la partie droite de l'écran, vous retrouvez les sous-thèmes de nos thématiques. Par exemple, sur l'énergie, vous avez à la fois la consommation, mais vous avez également tous les jeux de données autour de la production. On va pas pouvoir tous les parcourir, mais si on regarde la deuxième thématique, donc le mix par Enedis, vous allez retrouver dans cette partie toute la partie autoconsommation individuelle, par exemple. Donc voilà, vous sachez que vous avez pour chacune des grandes thématiques plus de détails si vous voulez approfondir les données. Voilà, et cette dernière slide avant de rentrer dans les cas pratiques, sur une illustration de la partie Open Data, mais cette fois réservée plus aux développeurs. Vous voyez que les interfaces sont effectivement plus épurées. Pour vous dire également, je suis sur la bas de la slide, que on a certes 63 jeux de données, mais qu'il y en a deux nouveaux qui vont arriver prochainement. Le premier, ce sera sur la consommation annuelle résidentielle à la maille adresse. Là, on touche un sujet intéressant, c'est que les remontées qu'on peut avoir, c'est que plus la maille de l'open data est fine, plus l'utilisation est intéressante et voilà, plus ça peut créer de la valeur. Donc, sachez que très prochainement, on va descendre à la maille adresse, sachant qu'aujourd'hui, nous limitions entre guillemets à la maille iris. Pour ceux qui ne connaissent pas la maille iris, c'est l'INSEE qui définit ces mailles, c'est un quartier en gros 2000 habitants. Et un deuxième jeu de données donc sur l'autoconsommation collective, qui va arriver aussi très prochainement, où on aura donc les chiffres à la maille de la région, voilà, pour suivre un peu le déploiement des autoconsommations collectives sur le territoire. Voilà, j'en arrive à la fin de mon temps de parole et je laisse la parole donc pour vous présenter les exemples, les illustrations. Donc Bertrand, la parole est à toi. Merci beaucoup, Émeric. Bertrand, je vous nomme présentateur. Et vous allez pouvoir partager votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions comme certains l'ont déjà fait. Juste après l'intervention de Bertrand, on pourra poser quelques questions à Enedis puisqu'il y en a déjà quelques-unes. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Bertrand Legaudot. Je travaille à la direction numérique d'Enedis dans l'équipe Open Data. Alors, je vais vous diffuser mon écran.
Effectivement, donc, comme le disait Émeric, je vais vous présenter tout d'abord le bilan de mon territoire. Ensuite, je vous présenterai une utilisation concrète via un cas d'usage des données de consommation et de thermosensibilité. Et je vous montrerai également les exemples de réutilisation qu'on expose sur l'open data. Donc, comme vous l'a montré Émeric, on est sur la page d'accueil éditorialisée de notre open data avec les différents exemples d'utilisation. Et pour accéder au bilan de mon territoire, je clique sur l'accès en fait collectivité que vous voyez sur l'écran. Vous avez également un accès direct au bilan de mon territoire via l'espace collectivité proposé par Enedis. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le bilan de mon territoire? C'est un rapport synthétique qui présente l'intégralité, qui rassemble en fait les données disponibles en open data en termes de consommation et de production. L'avantage, en fait, c'est que vous avez une vision à différentes mailles que vous choisissez, donc de la commune à la région, en passant par les EPCI et le département, de l'ensemble des consommations, de production et des sites de consommation et de production. Il y a une vision comparative avec la région quand vous vous placez en fait en maille commune, département. Et puis vous pouvez également avoir un rapport en fait synthétique à l'échelle de la région. Donc, ce qui est intéressant en fait pour un certain nombre de publications, de rapports ou d'études. Donc on va prendre l'exemple de Gardanne par exemple. Donc on se situe à la maille commune. Et donc, le rapport est enrichi non seulement de données de production de consommation en open data, mais également de données INSEE pour donner du contexte en fait au rapport, donc, ce qui correspond un peu à une première page une fois que vous aurez imprimé le bilan de mon territoire. Vous avez donc pour l'exemple de Gardanne une carte et puis des éléments de population, de démographie, et ce qui nous intéresse aussi pour des analyses éventuelles, c'est par exemple le taux de chauffage électrique, ici 46%, et puis des informations concernant les logements et les résidences principales. Vous avez également les logements par période de construction, qui est intéressant quand on compare deux communes, par exemple en termes d'évolution de consommation, de consommation moyenne au niveau de la commune, pour expliquer un petit peu d'éventuels écarts et le taux de logement par superficie. Alors, si j'attaque tout de suite sur les données Enedis propres en open data, donc vous avez ici une répartition en nombre de sites de consommation et de production. Alors, au niveau de la consommation, vous avez effectivement le nombre de sites résidentiels et également la répartition par secteur d'activité. Et sur les sites de production, vous avez une vision synthétique de l'ensemble des sites de production sur la commune. On voit que sur Gardanne, il y a 214 installations solaires et une installation de production en bioénergie. Vous avez ensuite un visuel de la répartition. Donc, on voit un peu la part de l'activité économique par rapport au résidentiel en nombre de sites sur la gauche et la répartition du nombre de sites de production sur la droite. Voilà, avec un peu écrasant du solaire, puisque effectivement le nombre de sites d'installation par rapport à la bioénergie est important. Alors là, c'était pour le nombre de sites. Effectivement, ensuite, vous avez une vision synthétique des données de consommation en mégawattheure. La consommation effective. Alors là, en fait, toutes ces données sous ce rapport, c'est la dernière année disponible, c'est 2019. La dernière année complète disponible. Donc là, vous avez la différence du nombre de sites ici par rapport au résidentiel. Vous avez la consommation effective des résidentiels et puis également le poids de chaque secteur d'activité en termes de consommation. Vous avez la même chose pour la production. Alors, quelque chose qui est également intéressant sur le rapport, c'est la part au niveau de Gardanne, consommation, la part de la production par rapport à la consommation. Donc là, on voit que pour Gardanne, finalement, la production locale permet de couvrir 18% de la consommation. Et vous avez, détail intéressant également, le comparatif avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on peut voir que Gardanne se situe, comment Gardanne se situe par rapport au même ratio par rapport à la région, où là, on est à 10%. Vous avez également à votre disposition des visuels qui représentent l'évolution et de la consommation et de la production d'électricité. Vous pouvez zoomer en cliquant, en passant la souris, avec la répartition également par secteur d'activité.
Donc là, c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant à analyser. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose au niveau du solaire en 2014 à Gardanne. Et vous avez la même chose pour les sites de production. Donc, voilà. Donc, on passe maintenant, donc là c'était au niveau de la commune en général, et là on va trouver une analyse un peu plus fine. Là on trouve en fait la maille iris dont vous parlez, Emric, donc une subdivision de l'INSEE qui correspond en fait aux communes, qui correspond peu ou prou à une subdivision par quartier. Où là vous avez en fait, vous pouvez en fait isoler, voir une vue par quartier, par secteur de Gardanne, là où la consommation moyenne est la plus importante. Donc, la consommation moyenne, hein, c'est résidentielle, c'est la consommation totale résidentielle divisée par le nombre de sites. Voilà, vous pouvez voir les secteurs où la consommation moyenne est beaucoup plus importante. Il peut y avoir des gros écarts d'ailleurs entre différents quartiers. Idem pour le tertiaire et idem pour l'industriel et l'agriculture. Donc voilà, donc en résumé, en fait, vous disposez d'un rapport synthétique qui présente qui met l'accent en fait sur les grands pavés consommation et production, avec des éléments d'analyse, de première analyse disponibles. Et en fait, c'est un rapport qui est imprimable en PDF, qui fait à peu près 6 pages, donc, et qui est à votre disposition. Et évidemment, les visuels sont également utilisables sans problème dans vos rapports, études et autres publications. Alors, à venir, en fait, on va ajouter un modèle cette année, un modèle de comparaison, c'est-à-dire que vous pourrez en fait comparer Gardanne avec toute autre commune et vous aurez en fait disposé, comme pour le cas finalement de la région pour la répartition production-consommation, vous aurez un visuel direct entre les deux territoires que vous souhaitez comparer. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie des cas pratiques. Donc, c'est la présentation en fait, comment utiliser les données de l'open data pour répondre à une problématique, ce qu'on appelle les cas d'usage ou les exemples d'utilisation. Donc, comme vous disait Emric, on a éditorialisé la première page pour donner en fait des idées d'exemples d'utilisation. On en a 3 pour tous les trimestres et on a une base en fait d'exemples d'utilisation. Donc là, en fait, je vais vous montrer comment faire une première analyse pour identifier les quartiers les plus consommateurs dans une commune et pour éventuellement, par exemple, cibler des politiques de rénovation énergétique. Alors pour ce faire, en fait, on va aller sur le jeu de données consommation et thermosensibilité. Voilà, j'y suis. Et on va regarder en fait le secteur résidentiel, on va rester sur la même commune, on va rester sur Gardanne. Donc là, je sélectionne la commune, donc Gardanne. Donc je suis bien en résidentiel. Donc là, on retrouve notre petite carte avec la consommation totale et le nombre de sites en résidentiel. Donc pour une première analyse, je vais aller regarder la consommation moyenne. Donc on voit que la consommation annuelle moyenne par site de résidentiel, c'est 5,67 MWh. Et je vais aller un peu plus finement, donc je vais aller regarder au niveau de l'IRIS, donc la répartition par quartier. Donc là, comme c'est la consommation manuelle moyenne, je retrouve ce que j'avais sur le bio de mon territoire, donc les secteurs où la consommation moyenne est beaucoup plus importante. Donc ça me donne une première piste en fait là-dessus. Et maintenant, je vais aller regarder ce qu'on appelle la thermosensibilité. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait avec cette notion, en fait, la thermosensibilité, c'est la variation de consommation qui est directement due à la température. Et ici, on parle de thermosensibilité hiver, donc essentiellement par chauffage. Et en dessous d'une température seuil, en national, c'est 15 degrés, mais ça peut évoluer localement. En dessous d'une température seuil, tout degré en moins entraîne un surcroît de consommation. C'est ce qu'on appelle la thermosensibilité. Et une fois qu'on a étudié ça, on est capable de déterminer une part thermosensible de la consommation. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Donc, je reviens sur la commune Gardanne. Hop. Voilà. Et je vais aller voir ma thermosensibilité totale. Donc, voilà. On voit qu'à Gardanne,
Donc, vous voyez, là, pour le moment, on est vraiment à l'étude macro au niveau de la commune. Donc, on a des éléments de thermosensibilité sur 3 ans, de 2017 à 2018. On est toujours sur 10 590 sites. Et on voit qu'en fait, la part de la consommation qui est thermosensible, c'est 19%. Ce qui est une part pas dans les plus hautes qu'on peut rencontrer, mais ça reste quand même une part qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que une part non négligeable de la consommation est très sensible à la température. On retrouve d'autres éléments intéressants sur cette data visualisation. Donc, on voit les éléments INSEE. Là, tout de suite, on a par exemple la part de chauffage électrique, 46%. Donc, on peut peut-être le lier à la part thermosensible de 19%, enfin, qui est un peu plus importante. Et aussi, on a des renseignements sur les années de construction. Alors, c'est une notion qui est importante également. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, toutes les constructions avant 71, on peut considérer que s'il n'y a pas eu des travaux faits, elles sont peu ou pas isolées, quoi. Donc, ça nous permet, c'est une aide à l'analyse. Voilà, une fois qu'on a vu en fait les 19% de thermosensibilité, on peut aller regarder sur quel secteur il y a un besoin un peu plus important de rénovation. Donc là, on va passer à la maille iris. Voilà. Donc là, avec le code couleur du plus pâle au plus foncé, on a identifié que les iris centraux ont l'air moins thermosensibles que les iris, certains iris en périphérie. Donc on va aller regarder cette iris-là. Effectivement, sur cette iris, la part thermosensible est de 15%. Donc là, c'est une iris qui s'appelle laser, je n'ai pas le nom complet. On voit que la part thermosensible est de 15%, la part de chauffage électrique est de 20%, et surtout, le parc immobilier est beaucoup plus récent. Donc ça peut être une première piste. Si je reviens aux autres, je vais comparer avec peut-être un iris qui est moins bien loti en termes d'isolation, de rénovation. Donc là, je vais être sur l'iris bivert et on voit bien que la part thermosensible est beaucoup plus importante, de 21%. On a une part chauffage de 51% et surtout le parc immobilier est beaucoup moins récent. Alors ça peut être une piste en fait pour comprendre en première analyse en fait sur cette notion de thermosensibilité. Donc vous voyez en fait que avec les données d'Open Data, vous pouvez faire une première analyse dans ce domaine pour répondre à ce cas pratique de politique de rénovation. Par rapport à la thermosensibilité, on va enrichir l'Open Data puisque là, je vous ai parlé de la thermosensibilité hiver, donc essentiellement le chauffage électrique. On travaille également à publier plus tard cette année une thermosensibilité été, puisqu'effectivement, surtout dans votre région, il y a une incidence en fait à l'inverse de la climatisation. Et puis, on souhaite également publier des données concernant les entreprises. Et alors, je tenais également à dire qu'à destination des collectivités, on a des données qui ne sont pas en open data, mais qui sont disponibles à la demande, à une maille plus fine. Alors, essentiellement sur la consommation pour le moment, où on peut fournir des données de consommation à des mailles individualisées, enfin au niveau d'îlot, d'un agrégat de points de livraison, de points de sites que vous aurez indiqués. On a également en fait des travaux pour fournir des informations plus précises en fait en termes de thermosensibilité aux collectivités. Alors là, pas en open data, avec des thermos par adresse pour les clients, pour les sites équipés de Linky. Et puis des outils un peu plus sophistiqués pour étudier en fait l'évolution de la thermosensibilité dans le temps à des mailles fines pour voir l'impact en fait d'une politique de rénovation. Donc, voilà pour ce jeu de données. Donc j'en profite rapidement, j'aurai un petit peu de temps, j'aurai pas trop besoin de temps sur la réutilisation. Donc, vous avez également donc un certain nombre d'informations en énergie. Hein. Vous avez la même chose que la consommation de production, c'est des données annuelles. Consommation de production, c'est des données annuelles qui remontent à 2011. Donc, depuis 2011, vous avez l'historique. Et puis, vous avez aussi des données au pas demi-heure à l'échelle. Donc, on va regarder. Donc, vous avez à l'échelle nationale et régionale. Par profil, par sous-profil de consommation en fait, hein, différents types de résidentiels, de pro, etc.
c'est intéressant. Mix de production, donc c'est pas raccordé aussi en fait, vous avez à l'échelle, à la maille départementale, la maille la plus fine, vous avez aussi ce qu'on appelle les files d'attente, les projets de raccordement par secteur, par technologie de filière, éolien, etc. Et puis, pour ce qui concerne les marchés, un petit zoom, vous avez également tout ce qui est profil. Donc, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui est modélisation de profil de consommation. Et là, vous l'avez, en fait, avec les différentes catégories résidentielles, entreprises, etc. Donc, bien sûr, vous avez, pour toutes nos data visualisation et jeux de données, et notamment comme pour la consommation et la thermosensibilité, on met à disposition également des fiches pratiques pour vous expliquer, pour que vous ayez des informations, et que vous puissiez analyser en fait avec des explications plus détaillées. Ce que j'ai oublié de dire, pour consommation et thermosensibilité, comme pour tous nos jeux de données, vous avez la possibilité de télécharger les données qui correspondent à la sélection, donc en Excel, mais également en ayant accès à la plateforme avancée, vous retrouvez en fait des possibilités de téléchargement à des formats comme le JSON, CSV et des formats de fichiers géographiques. Et puis là, vous avez accès aux API, donc vous pouvez vous amuser pour les personnes qui sont en mode un peu plus expert. Voilà. Et effectivement, on a une partie de la plateforme qui s'appelle réutilisation. Donc réutilisation, c'est quoi? C'est dans l'esprit un peu open data, et ça vous le retrouvez, je pense, sur plusieurs plateformes open data autres que Enedis. C'est que les personnes qui utilisent nos données et qui les réutilisent ont la possibilité de nous soumettre en fait ce qu'ils ont réalisé, donc leur réutilisation. Et nous, on les met en avant en fait sur le site. Donc là, vous pouvez voir que on a plusieurs acteurs qui nous ont soumis leur réalisation. Donc ça peut être des universités comme Minparitech qui, eux, ont utilisé le fichier, les jeux de données consommation et thermo par secteur d'activité à la Maïris, par exemple, pour faire un outil de simulation territoire. On a aussi une initiative d'un outil Enzo qui là utilise les données de production annuelles par filière. Donc là, il faut un rapport de synthèse type bilan de mon territoire adapté à la production. Et puis on a également la direction environnement des Pays de Loire, en fait, qui ont utilisé les productions électriques annuelles par filière pour réaliser un site Internet à l'échelle des Pays de la Loire. Alors, je suis preloadé. Donc, ça prend un petit peu de temps, voilà. Là, ils ont utilisé le fichier production, donc ils ont utilisé toutes les données ENR. Ils ont fait une plateforme en fait pour montrer les ENR et le développement des ENR dans les Pays de la Loire. Donc, il y a possibilité de sélectionner un département. Un petit peu, voilà. Et donc, par exemple, le Maine-et-Loire, vous avez par département, puis après par communauté de communes. Ils ont utilisé, on retrouve nos données, les installations, la consommation totale, la répartition de la production ENR, avec des visuels sympas en carto. Et alors, ils ont rajouté en fait les données du registre. Ils ont fait plusieurs. Ils ont utilisé nos données Enedis et puis ils ont utilisé les données de registre, c'est-à-dire le détail par installation avec adresse, etc. Donc là, ça c'est des exemples en fait de réutilisation de nos jeux de données et je vous invite effectivement, si vous les réutilisez, ce qu'on espère, à venir nous contacter et à nous soumettre vos réutilisations. Alors, donc oui, et si vous avez la moindre question concernant les jeux de données, etc., donc bien sûr, vous pouvez contacter vos correspondants Enedis. On a également un onglet de contact par mail et on essaie d'être réactif pour vous répondre à toute question qui est bienvenue. J'ai fait le tour des différents cas que je voulais vous présenter. Merci beaucoup, merci Bertrand. Peut-être que vous pouvez, vous et Émeric, allumer votre caméra. Bon, je ne sais peut-être pas la peine. Allumez votre caméra, Émeric et Bertrand, pour répondre aux questions. Elles sont nombreuses, donc je vais vous mettre un peu de pression. Si vous pouvez faire des réponses courtes pour qu'on puisse toutes les traiter, ce serait formidable. Alors, je vais commencer par la première, donc à Émeric. Les séries temporelles que vous avez présentées sont disponibles à quel pas de temps et à quelle granularité?
Alors, effectivement, c'est une question importante. Le pas de temps aujourd'hui, c'est à la maille annuelle. Si pour des raisons particulières, vous souhaitez descendre à une maille plus fine, c'est également possible, mais on rentre dans le monde de la close data. Là, effectivement, on devra signer des conventions pour voilà, pour cadrer un peu plus les choses. Donc, en tout cas, Open Data, pour l'instant, c'est annuel. Et la maille la plus fine, alors je ne sais pas si c'était la deuxième partie de la question, mais la maille la plus fine aujourd'hui, donc c'est à la maille iris, on trouve un quartier. Demain, il est prévu de descendre à la maille de l'adresse, donc du bâtiment. C'est parfait, c'est une super transition pour la prochaine question qui est pour Bertrand. Justement, une personne qui ne sait pas si elle a bien compris, hein, donc peut-être que la question est appropriée, mais n'est pas appropriée. Vous avez mentionné que vous irez jusqu'à la maille adresse, justement. Mais l'adresse n'est-elle pas une donnée personnelle? Alors, effectivement, c'est une question intéressante puisque ça nous permet aussi de préciser que toutes les données en open data, on les traite en fait justement pour la protection des données personnelles. Également, ça vaut également pour les entreprises, hein, au niveau du secret des affaires. Donc, effectivement, toutes nos publications en open data sont publiées en respectant des agrégats avec un nombre minimum de sites, justement pour éviter d'identifier les données de consommation personnelles. Alors, ça vaudra également pour l'adresse, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas l'agrégat, le nombre suffisant pour faire un agrégat qui protège les DCP, les données à caractère personnel, on ne publie pas évidemment cette donnée. Alors, on pourra publier à une maille un peu plus importante comme la rue ou l'iris. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Une autre question pour vous, Bertrand. J'espère il manque quelques mots, j'espère l'avoir bien comprise. On pourrait penser que la collectivité aimerait connaître l'ensemble des productions et des consommations de son territoire, y compris celles connectées à RTE. Comment lier, j'imagine, les productions de son territoire et celles connectées à RTE? Ouais, je vous ai parlé, donc pour les bilans de mon territoire, je vous ai parlé effectivement de l'ajout d'un module comparateur, mais on continue en fait à travailler sur ce service et on est très conscient en fait de ce besoin-là et de cette logique en fait de regrouper l'ensemble des données qui sont électriques et donc celles qui viennent du réseau de transport et on travaille en fait en ce moment à récupérer les données RTE en open data effectivement et à les intégrer dans notre rapport. Après, on travaille on a des questions de maille aussi territoriales, on travaille à ce que ce soit qu'il y ait une cohérence dans les données proposées, mais c'est quelque chose qu'on va faire effectivement, je pense cette année ou plus tard l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. Une autre question pour vous, Bertrand, ou Émeric d'ailleurs, pourquoi pas, hein, peut-être aussi une question fort intéressante. Comment assurez-vous la sécurité des données? Par exemple, si quelqu'un, j'imagine de malveillant, a accès à l'appareil IoT, donc j'imagine au compteur, ou alors a accès carrément aux données. Comment faites-vous pour assurer cette sécurité des données? Alors, est-ce qu'on parle des données en open data ou des données en amont, des données par rapport aux données en open data, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment, il n'y a rien qui est même sur notre plateforme, même en pré-prod ou en prod, qui ne soit pas traité et anonymisé. Donc, il n'y a aucun fichier non anonymisé qui approche, ne serait-ce qu'approche la plateforme. Donc, tout le traitement se fait en amont. Et même ce qu'on appelle en pré-prod, hein, les chargements de fichiers avant une publication effective, on a tout mis en place pour qu'il n'y ait pas d'incident qui puisse arriver, de fichiers en tout cas non anonymisés qui soient même en pré-prod. Ok, merci. Donc je répète aussi. En complément, peut-être pour la partie close data, Enedis met en place des contrôles pour vérifier que les personnes qui récupèrent des données sur notre plateforme en close data disposent bien des consentements clients. Donc pour la partie close data, il y a aussi ce volet-là pour sécuriser les données. Très bien. Merci. Alors après, une autre question avec un sigle HTA. J'imagine que vous savez ce que ça veut dire. C'est la haute tension, j'imagine. D'accord. Bon. Est-ce que l'on peut avoir à disposition des informations sur les productions
par départ HTA. Alors, par départ HTA, à ma connaissance, non. La maille, mais Bertrand, tu dois savoir mieux que ça que moi. La maille la plus fine, c'est Iris. Oui, c'est ça. Ouais. Pour le moment, on diffuse pas ces informations-là en open data et même en close, il me semble. Donc, on n'a pas le détail en fait par départ HTA. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est Iris, la maille la plus fine pour la production HTA. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, il est temps peut-être de passer, si vous voulez, à la table ronde. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous rappelle que vous restez présents pour la table ronde qui va commencer. Alors, je vais juste vous repartager mon écran pour que vous puissiez voir qui participe. Et je vais demander à tous les participants d'ouvrir leur caméra et leur micro, s'il vous plaît. Et je vais reprendre la main puisque c'est Bertrand qui l'a, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, normalement, on devrait voir. Voilà. Donc, je vais demander aux personnes, donc Émeric Chambry doit rester, Bertrand Lebodo doit rester, bien sûr, Xavier Roman, donc Smart Grid Provence-Alpes du Sud, Yves Pruffert qui est là, bonjour Yves, directeur de l'agence Performance énergétique de la métropole Nice-Côte d'Azur, Alexandra Quignot qui est là également, de la Smart Région, de la région Sud, et Philippe Michel, directeur du développement du numérique de Aix-Marseille Provence Métropole. Merci à tous d'être présents. Et Valentina, qui est là aussi, qui va animer cette table ronde. Alors, on va peut-être commencer par Monsieur Michel, peut-être, Aix-Marseille Métropole, si ça vous va. Je vais vous désigner présentateur. Très bien. Vous me laissez la main pour les slides? Tout à fait. Allez. Voilà. Vous devriez voir le pop-up pour montrer votre écran. Donc, l'objectif de cette table ronde, le temps que vous chargez la présentation, c'est de vous faire, de partager peut-être vos impressions déjà sur ces jeux de données et ces trois illustrations présentées par Bertrand ensuite et grâce donc à Xavier Roman également. Quel projet, quelle initiative, quel soutien, quels outils vous mettez en place et peut-être comment vous pourriez vous les approprier ou comment par le passé aussi, je crois qu'on va le voir également, vous avez pu monter des projets avec des jeux de données tiers. Donc voilà, votre témoignage est intéressant. Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc, juste pour commencer, vous dire que en propos introductif, nous, la métropole, et j'allais dire comme tout le monde, on est un peu percuté par les éléments ou des phénomènes qui arrivent régulièrement, et notamment trois. Les premiers, et c'est un petit peu le slide que vous voyez, aujourd'hui, on est tous confrontés à un système de limitation de nos ressources. Alors, elles peuvent être aussi bien financières que énergétiques, que des ressources fossiles. Et la conséquence, c'est qu'en permanence, on doit faire toujours autant, si ce n'est mieux, mais avec les mêmes ressources, voire moins. Et tout ça, ça nous bouscule. Donc, la métropole, nous, on est une grande collectivité. On est aussi confronté à ces sujets-là de limitation et de ressources qui ne sont pas inépuisables. Le deuxième sujet, on l'a tous vécu l'année dernière, depuis mars dernier, on a dû très rapidement ajuster en plus ou moins en profondeur tous nos processus, tous nos modes d'organisation, nos modes de communication, nos modes de travail. Et forcément, dans nos projets, ça a eu un impact. Je pense notamment le télétravail. Si on fait une rétroactivité l'année dernière au même moment, et les entreprises qui télétravaillaient, et aujourd'hui les entreprises qui télétravaillent, forcément, on a vu une évolution qui a été accélérée de manière très importante. Le troisième sujet qui est important, je pense, d'avoir en tête, c'est aujourd'hui, on doit limiter notre empreinte carbone. On vise tous, alors c'est à 2050, la neutralité carbone, on a une exigence là-dessus. Et dans la partie numérique, on doit engager des démarches. Alors, aussi bien dans les métiers numériques propres, pour les data centers, etc., où il faut faire des efforts, mais il y a aussi un vrai levier d'action grâce au numérique, de manière à bien maîtriser tout ce sujet environnemental.
que ce soit en mobilité, dans le patrimoine de nos bâtiments, la gestion de notre consommation énergétique. L'informatique a un vrai rôle à jouer là-dessus. Et à chaque fois qu'on va parler de ces 3 sujets, ben, il y a quelque chose qui va revenir systématiquement. Il va falloir qu'on ait la capacité de mesurer, d'avoir des indicateurs. Des indicateurs, ben, déjà, ça permet d'avoir le thermomètre. Hein. Vous savez, c'est où on en est aujourd'hui de, par exemple, ce qui a été présenté, la consommation énergétique de nos bâtiments. Mais ça, c'est le temps T. Il faut aussi qu'on soit capable d'avoir des données qui soient très fraîches, actualisées, de manière à pouvoir voir cette évolution dans le temps et de maîtriser un petit peu ça. Et puis le dernier élément, ça a été aussi évoqué dans les data visualisations qu'on nous a présenté Émeric il y a quelques slides. On a aussi une mesure d'impact, c'est-à-dire dès lors qu'on va faire telle ou telle grande action ou projet, quel est l'impact par rapport à ces projets en termes de tous les sujets que j'évoquais, la neutralité carbone, l'impact environnemental, etc. Et tout ça, donc vous le voyez bien, ça repose à chaque fois sur de la donnée. Et la donnée, il faut qu'elle soit extrêmement propre, de qualité, qu'on ait une actualisation qui soit extrêmement régulière. Et ça, c'est un vrai facteur clé de réussite pour qu'on ait des environnements et des indicateurs qui soient extrêmement pertinents et très fiables. Et ça va générer de la confiance sur les indicateurs. Le sujet qui nous a été présenté est très intéressant aussi, parce que pour mesurer encore plus et avoir les meilleures optimisations de ressources, il va falloir croiser énormément de données. Et Enedis nous met à disposition un certain nombre de données qui sont extrêmement intéressantes. Il faudra évidemment les croiser, comme ça a été fait sur des données INSEE, avec des données en interne qui viennent de divers autres métiers. Et là, on aura les optimisations les meilleures. Tout ça pour avancer sur le slide d'après, pour vous montrer, en fait, sur la partie numérique, on a imaginé et on a des défis sur la transition énergétique. Alors, j'ai mis 2 illustrations que j'ai un petit peu évoquées, notamment nous, Métropole, vous pouvez l'imaginer, on est sur tout le territoire qui est très vaste, on a de très nombreux bâtiments, on a un sujet de maîtrise de notre consommation énergétique. Et avec ça, il nous faut évidemment mieux mesurer, c'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques instants, mieux mesurer, mieux piloter toutes ces consommations énergétiques. Et ça, c'est un des sujets qu'on a aujourd'hui en termes d'initiative et de recherche, de manière à piloter dans le temps ces consommations, mais aussi, j'allais dire, à avoir le deuxième effet de ces maîtrises, c'est tout ce qui est les alertes qu'on peut pressentir, les notifications d'alerte sur des phénomènes qui seraient anormaux. Par exemple, une surconsommation d'un bâtiment qui viendrait à arriver un week-end alors qu'il n'est pas censé être utilisé. Donc, tous ces sujets-là, encore une fois, reposent sur énormément de jeux de données. L'autre initiative qu'on a aussi, et je l'ai évoqué, c'est tout l'aspect télétravail. Depuis 1 an, on télétravaille énormément. On mesure et on souhaite mesurer quel est l'impact du télétravail sur les déplacements de nos collaborateurs, mais pas que, sur l'utilisation des flottes de véhicules en interne, sur l'énergie économisée ou pas d'ailleurs. Il y a peut-être des fausses idées en disant que le fait que les gens télétravaillent, on économise de l'énergie ou on économise telle ou telle sorte de ressources. Et donc, forcément pour là aussi, ça fait partie des sujets que l'on souhaite examiner de manière très précise et toujours appuyé sur des énormes masses de données qu'on aurait et en interne et comme ça a été évoqué en open data. L'objectif, il est à plusieurs ressorts. Hein. Il y a un objectif qui est financier parce que si on fait des économies, on économise de la ressource financière. Il y a de l'énergie d'économiser, j'allais dire, c'est plutôt vertueux, et aussi en termes d'impact carbone qui est extrêmement intéressant en ce moment. Et juste, alors pour ne pas tenir le propos trop longtemps, dire que effectivement tout ce qui nous a été présenté, c'était extrêmement intéressant. À titre personnel, la métropole et Enedis, on partage déjà, j'allais dire, une solution technologique qui est la même plateforme, le même outil. On a déjà des passerelles qui sont extrêmement facilitées du fait qu'on utilise ce même outil. Et j'ai entendu, et je ne l'ai pas oublié, que très rapidement, on allait avoir la capacité d'avoir encore plus de précision sur les données. Et j'allais dire, on ne s'en privera pas à côté métropole pour les utiliser. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps et s'il y a des questions, j'y répondrai très volontiers.
Merci Philippe Michel pour votre introduction. Déjà, on voit une identification de besoins du territoire qui pourrait avoir une réponse par l'utilisation des jeux de données open d'Enedis et pas que d'Enedis d'ailleurs. Je laisse Yves Truffert rebondir là-dessus avec son introduction aussi, parce que la métropole de Nice a déjà mis en place des projets qui utilisent des données open data. Il va nous en dire un peu plus, notamment sur le pilotage énergétique local. Je te laisse la parole. Oui, très bien. Voilà, j'ai juste 3 slides. Donc le premier slide, ou les 2 premiers slides, en tout cas, c'est pour venir témoigner côté métropole Nice Côte d'Azur sur ce que nous, on appelle la création d'un open data local, avec, je dirais, dans l'idée d'organiser la circulation de la donnée sur notre territoire. Du coup, ce n'est pas que de la donnée énergétique, hein, c'est de la donnée qui a trait à ce qu'on peut appeler l'ensemble du métabolisme urbain, l'éclairage public, les circulations, les mobilités, l'ensemble des informations qui ont trait à la sécurité, qui ont trait également aux ambiances sonores ou à la qualité de l'air. Donc là, on est dans une logique de réseau de distribution de capteurs, avec encore une fois une approche multi-thématique, de la capacité de remonter ces informations par un réseau ou une maille, une fibre optique, et après la capacité également à stocker cette donnée dans un entrepôt de données, avec bien sûr l'idée de dire après, cet entrepôt de données, il a pour vocation d'aboutir à la création d'une plateforme de service avec deux pans, hein, je dirais, premièrement, le traitement de ce que nous on appelle de façon très globale l'hypervision urbaine, c'est-à-dire finalement optimiser le fonctionnement de la ville ou son pilotage en temps réel grâce aux informations dont par les capteurs, quels qu'ils soient. Et après également créer une section open data, c'est-à-dire que finalement ces données servent à la collectivité pour mieux gérer son territoire, mais peuvent également servir au territoire pour déterminer des actions ou des projets ou des développements d'optimisation de son fonctionnement. La slide suivante. Voilà, donc, et l'idée, bien sûr, par cette rubrique-là, c'est de participer à la construction de ce que nous appelons la Smart City. Hein. Bien sûr, ce qu'on fait à Nice, ça ressemble beaucoup à ce qui a été évoqué sur Marseille précédemment. Il y a une logique d'open data qui permet, à partir de ça, à la fois, je dirais, d'avoir un moyen ou une transparence de communication vers le citoyen, mais aussi d'avoir des actions de dynamique vers le tissu économique local. Alors là, donc, dans ce slide, par exemple, on cite nos concours d'idées sur les smart applications, mais il n'y a pas que ça. Les animations suivantes, s'il vous plaît. Voilà. Et l'idée, vraiment, c'est de dire cette open data, ce data center local, c'est vraiment un réservoir de données qui va permettre, encore une fois, de dynamiser et d'optimiser la gestion globale de son territoire. Avec des applications en Smart City, une application sur le pollen, sur la mobilité, sur la e-administration, la e-santé. Voilà, tous les thèmes peuvent être abordés par ce thème-là. Il n'y a pas que l'énergie. S'il vous plaît, la slide suivante. Voilà. Alors, après, par rapport à ce qui a été dit et, sur la thématique du réseau d'énergie, moi j'ai voulu prendre ce slide qui est celui de ce qu'on appelle le pilotage énergétique local, qui est une thématique qu'on développe sur Nice Côte d'Azur depuis une dizaine d'années au travers d'expérimentations menées notamment d'ailleurs avec Enedis, mais pas que, Smart Grid, Nice Smart Valley, Iris en ce moment, avec l'idée globale de performer le fonctionnement énergétique du territoire à la maille d'un quartier ou d'un morceau de ville, avec à la fois, je dirais, l'approche d'une production locale, l'approche multi-énergie, à la fois le chaud, le froid, l'énergie, et également l'idée d'optimiser l'ensemble des fonctions en fonction des nouveaux usages, dont la mobilité électrique ou l'autoconsommation.
Et dans cette optique-là, typiquement, quand on regarde ce que peut proposer Enedis en matière de banque de données, bon, on va très certainement entrer en résonance avec la partie production photovoltaïque locale et autoconsommation, la gestion des bornes de recherche électrique, les fonctions d'agrégation et de stockage. Du coup, là, l'approche multi-énergie est intéressante parce qu'il y a une convergence de gestion entre les aspects thermiques et les aspects électriques. Et donc, c'est toute cette série-là qui fait que dans cette logique-là, c'est extrêmement intéressant d'avoir une transparence du fonctionnement du réseau électrique local. Au pas de temps, alors bon, aujourd'hui on a bien compris que c'est difficile d'avoir un pas de temps réel, un adressage précis. C'est vrai que dans l'absolu, le pilotage énergétique local, il se fait à la maille d'une prise de courant ou d'un moteur ou d'une ampoule et il se fait en temps réel. Bon, ça c'est dans l'absolu. Après, il y a d'autres pas de temps qui peuvent être intéressants à la journée, à l'année ou sur plusieurs années si on est en mode de gestion stratégique. Voilà pour ma présentation. Bien sûr, je suis à votre disposition pour toute question et participer aux échanges. Merci Yves. Merci pour ton témoignage sur ce cas pratique aussi de pilotage énergétique intelligent. Je laisse la parole maintenant à Alexandra Quignot de la Smart Région qui va nous parler un petit peu de tous les outils, les moyens que la région met en place pour soutenir les initiatives innovantes locales comme celle de l'Open Data par des entreprises ou des collectivités. Alessandra, la parole est à vous. Bonjour à tous. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Ok. Donc, moi, je prends la parole en tant que représentante de la région aujourd'hui et non pas en tant que porteuse de besoins, mais en tant que région facilitatrice d'initiatives en faveur de l'innovation et de la transformation des territoires et des acteurs du territoire. Donc, c'était un petit préambule. Et autre petit préambule, c'est pas tant que c'est nous qui agissons là-dessus, mais c'était une information à destination des startups aujourd'hui en ligne. Faut savoir que collaborer dans un projet d'open innovation avec une collectivité qui aurait un cas d'usage particulier à résoudre, il y a un certain nombre de règles du fait qu'on parle d'un acteur public. Et donc, finalement, les deux grands modes de collaboration entre une start-up et une collectivité ou un acteur public, c'est soit un cadre de subvention. Donc là, on vise un projet qui est directement porté par la PME, ou un cadre de marché public, si là, on vise à répondre à une problématique particulière portée par un donneur d'ordre qui peut être une collectivité comme un autre acteur public. Et donc, la première étape, finalement, pour mettre en place cette collaboration, c'est d'abord de faire un sourcing de solutions innovantes pour répondre à cette contrainte de mise en concurrence des acteurs porteurs de solutions innovantes. Et puis ensuite, soit quand vous savez directement ce que vous voulez et que vous avez la certitude de mettre en place la solution, vous pouvez bien sûr, en tant que donneur d'ordre cette fois, acheter la solution de la start-up dans un cadre d'achat innovant sans remise en concurrence et avec la contrainte de prouver que la solution choisie est bien innovante sur le marché. Et puis, si vous souhaitez expérimenter la solution, il y a différents cadres d'action pour le faire. Soit un marché de R&D quand on est dans des optiques assez exploratoires, soit un marché de solutions innovantes qui permet, donc après cette phase de sourcing, de réaliser un POC de gré à gré, donc sans remise en concurrence, si le budget est inférieur à 100 000 €.
Et puis également le partenariat d'innovation qui est ce qui est le plus abouti, mais aussi le plus complexe, puisque là, ça va bien au-delà du POC, c'est décider de produire de façon industrielle une solution avec un acteur avant même d'avoir testé quoi que ce soit, donc dès le début de la collaboration. Donc, passé ce préambule, je voulais vous présenter quelques outils que met à disposition la région donc en faveur de l'innovation et de la transformation des territoires et de ses acteurs. Donc le premier, le plus générique, c'est un outil qui est en cours de construction et sur lequel je travaille directement, qui est un outil au service de la collaboration donc, entre start-up et donneurs d'ordre, publics et privés, et qui s'appuie bien sûr sur des structures d'accompagnement telles que les pôles, les French Tech, les accélérateurs sur le territoire. L'idée étant de faciliter la découverte de solutions existantes sur le territoire et puis de faire remonter aussi des besoins côté donneur d'ordre et de fournir l'accompagnement dont vont avoir besoin à la fois les donneurs d'ordre et les startups pour arriver à collaborer et à innover et se transformer. Un second outil donc, qui est déjà en place pour le coup, c'est le portail DataSud, qui est une infrastructure dédiée donc à l'open data, sur lequel on peut retrouver déjà des jeux de données d'Enedis et d'autres sur un grand nombre de thématiques portées par la région, qui correspondent aux compétences de la région. Et l'optique en fait de ce portail, c'est de permettre de regrouper finalement toutes les données en open data à l'échelle de la région pour favoriser la réutilisation de ces jeux par des acteurs innovants et de mutualiser ces jeux de données, de contribuer du coup donc à l'innovation à travers les projets qui peuvent être développés et de contribuer à la production d'un bien numérique commun qui est dans la philosophie de la plateforme qui a été conçue. Donc aujourd'hui, c'est près de 1700 jeux de données avec, alors je crois que le chiffre est pas tout à fait à jour, c'est une soixantaine de réutilisations déclarées et sans doute d'autres donc sur la plateforme. Et donc toujours dans cette optique de promouvoir l'utilisation de données au service des différents acteurs du territoire. Et puis donc un autre dispositif qui a déjà été présenté dans le cadre d'un webinaire précédent de SCS, c'est le parcours Sud Smart Territoire à destination des intercommunalités. Pour favoriser notamment le déploiement de projets en faveur de la transition énergétique et écologique sur les territoires, avec donc un nouvel AMI qui aura lieu fin février, début mars. Voilà, si vous voulez plus d'informations là-dessus, on pourra en reparler par ailleurs. Merci. Merci à vous, Alexandra, pour votre présentation. Donc, des outils de partage des données comme DataSud et aussi des plateformes à venir de partage des besoins des donneurs d'ordre pour la mise en relation avec les startups et les offres de solutions. Donc, très intéressant. Je pense qu'on a des questions dans le chat. Fabienne, si oui, tu veux tout à fait. les poser. Oui, si vous voulez bien, je vais repartir dans l'ordre avec la métropole, donc d'Aix-Marseille, et donc la personne de Philippe Michel, notamment parce qu'elle a été posée par une des intervenantes de la Smart City Innovation Day du 12 novembre. Et donc, je vais m'empresser de vous la poser. Vous insistez, donc, je ne sais pas si vous êtes là, monsieur Philippe, vous m'écoutez? Oui, j'écoute très attentivement.
Très bien. Donc, vous avez insisté sur le besoin d'avoir des données fraîches, propres et de bonne qualité. Mais est-ce que la collectivité, je mets la métropole en l'occurrence, a du budget à y consacrer? La donnée a un coût. Hein, il faut installer des capteurs, des infrastructures, des systèmes d'information, développer des algorithmes et des modèles. Donc, avez-vous du budget à consacrer à l'aspect propre, frais et de bonne qualité des données? Alors, c'est une réponse à tiroir. C'est-à-dire qu'on a déjà une partie des données qui sont déjà disponibles, comme le propose Enedis et va le proposer Enedis par rapport à sa plateforme Open Data. Il y a des cadres aussi où Enedis peut, et j'ai entendu, faire via des conventions, autoriser un peu plus d'avoir accès à de la donnée. Ça fait partie des sujets où j'allais dire c'est de la ressource en interne et j'allais dire des infrastructures en interne à mobiliser pour manipuler ces données. Ensuite, j'allais dire, c'est un chemin et une trajectoire qu'il faut se donner. Donc le budget, évidemment, comme je l'ai dit, les budgets ne sont jamais extensibles et je pense pour personne. Il s'agit d'une trajectoire à mettre en place avec un phasage des projets à aligner. Tout n'est pas obligatoirement à positionner par rapport à des capteurs. On a déjà des grandes masses d'informations qui sont disponibles et donc on peut travailler en temporalité différée. Mais effectivement, pour tout ça, il y a des budgets aussi à aligner derrière. Alors, ils sont encore une fois pas extensibles. Et je rebondis sur ce qu'a dit la région. Il y a des financements et des sources de financement qui sont aussi possibles d'aller chercher sur des projets particuliers. Et donc, ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on examine à chaque fois et dans tous nos projets. Alors, je ne sais pas si la réponse… Très bien, merci beaucoup. Voilà. Une autre question, peut-être. L'aspect relevé et notification est en effet intéressante. Est-ce que vous avez pensé à réaliser des actions sur les équipements à distance de manière intelligente? Je pense que la question s'adresse à vous également, Monsieur Michel. Oui, alors là, on est effectivement, j'allais dire, c'est l'ambition, effectivement, c'est d'arriver à piloter et faire du pilotage au bout du bout. Les premières étapes, encore une fois, c'est bien mesurer, bien être en capacité d'avoir l'intégralité des informations. Et dans la chaîne de valeur et des actions qu'on entreprend, on peut évidemment aller jusqu'à piloter les équipements technologiques pour faire délester une partie si on parle énergie, hein, délester des bâtiments, délester des compteurs et activer certaines choses. Aujourd'hui, très clairement, on en est à consolider les données, à maîtriser tous les indicateurs que l'on peut avoir en termes de pilotage et de mesure. Et effectivement, dans la chaîne de valeur, on va aller sur les notifications, les alertes et les actions qui vont en découler. Mais c'est l'ambition. Merci beaucoup, merci. Enfin, une question pour Enedis. Quel est le scope et l'importance de la sécurité IoT pour Enedis? Vaste question. Vaste question. C'est Xavier, Bertrand ou Eric qui… Ouais. Alors, je ne sais pas si on comprend bien le fond de la question aussi, c'est pour ça que c'est pas facile d'y répondre. Donc, on investit beaucoup dans l'IoT, c'est surtout à destination de la maîtrise de nos fonctionnements du réseau. Donc, ce ne sont pas des données qui sont accessibles pour le coup en open data, hein, donc c'est vraiment des services que bénéficiera Enedis pour améliorer sa réactivité, pour quelque part améliorer la qualité de fourniture pour les clients. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière cette question. Nous, ce sont des objets qu'on installe, bien entendu, avec toutes les règles de sécurité d'accès et de protection. Donc je ne suis pas sûr que ce soit complètement dans le cadre de ce débat, mais si la question pourrait être précisée. D'accord. Après, peut-être alors une autre question pour Monsieur Michel, à nouveau. Quel est le nombre minimal de PDS pour que les données soient considérées comme anonymisées? Le nombre minimal de PDS. Alors, je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'était plutôt pour Emeric qui avait évoqué ça en début de session.
On t'entend pas, Émeric. Micro coupé. Bon, je vais peut-être prendre la question du coup, sachant que c'est pas Enedis qui définit les seuils d'anonymisation, mais voilà, Enedis ne fait qu'appliquer la loi. En fait, c'est un peu aussi à tiroir, c'est-à-dire que ça dépend de la temporalité de la donnée. Sur une donnée annuelle, la maille, c'est 10 points pour pouvoir, entre guillemets, enlever le caractère anonyme des points. Mais en revanche, quand on descend des mailles de la donnée plus fine, que M. Prüfer évoquait à juste titre, là, la taille augmente. Et quand on rentre, par exemple, sur de la courbe de charge, donc de la donnée 30 minutes, qui est possible grâce au compteur Linky, il faut arriver à des chiffres qui peuvent paraître importants, puisqu'on est, de mémoire, on arrive aux 100 000 points pour pouvoir anonymiser la donnée. Donc voilà, donc ça dépend de la maille, de la temporalité. Le chiffre qu'il faut retenir pour de la donnée annuelle, c'est 10 points. Dernière question pour Enedis, et je vais donner la parole à Valentina pour poser des questions peut-être aussi à NCA et à la région. Donc pour vous, Enedis, donc Xavier, Bertrand ou Émeric, les open data mises à disposition concernent essentiellement la consommation et la production locale. Comment peut-on, dans une vision intégrée de la décarbonation énergétique, les raccorder aux sources de production nationales ? Vous voulez que je répète la question? Peut-être, oui. Alors, je vais la répéter. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. On peut revenir vers cette personne ou vers tout le monde s'ils sont intéressés. Après ce webinaire, la semaine prochaine, par écrit. Vous pouvez répondre. Je ne sais pas. Donc, Bertrand vous a montré tout ce qu'on s'est proposé à travers l'open data à la maille locale, mais de manière agglomérée, on a ces mêmes données à la maille nationale. Encore une fois. Ouais, en fait, après, excuse-moi, Xavier, si on entend production nationale, production centralisée, enfin opposition centralisée, décentralisée, c'est vrai que l'évolution du bilan de mon territoire, si on ajoute les données RTE, donc là pour le coup, une bonne partie de la production centralisée, on retrouve cette synthèse, quoi. Je ne sais pas si c'est le sens de la question. D'accord, j'ai pas. Oui, apparemment oui. La question, c'est l'extension aux données de la production raccordée sur le réseau de transport, c'est ça? Mais ça a été un peu abordé, effectivement. RTE, quoi. Ok, merci beaucoup. Valentina. Donc là, vous avez prochainement. Valentina, je te laisse la parole pour poser une question peut-être à Yves Prüfer de NCA. Oui, tout à fait. Oui, Yves, on est en début d'année. Je voulais te poser une question par rapport au gros chantier pour 2021 pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Est-ce que tu identifies dans des gros chantiers à venir des besoins particuliers auxquels les offreurs de solutions pourraient proposer une offre en se basant, par exemple, sur des données qu'Enedis vient de présenter? Sur les gros chantiers de la métropole, quand je dis gros chantier, c'est au sens un gros chantier d'utilisation des données numériques. C'est ça Oui, tout à fait, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une logique côté métropole, au moins pour la partie énergie, parce qu'après, il y a des chantiers mobilité que je domine moins. Mais sur la partie énergie, c'est vrai qu'on est sur de grands enjeux à la fois pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, et à la fois sur le développement d'énergies renouvelables. Et typiquement, là, aujourd'hui, on a un chantier que moi j'appelle de la rénovation énergétique des bâtiments privés. On va lancer ce qu'on appelle un guichet métropolitain de la rénovation énergétique, et on va être dans la situation où on va essayer de détecter les immeubles, les copropriétés, les sièges de sociétés, les établissements qui sont les plus énergivores, de façon à avoir une action de sensibilisation et d'incitation à réaliser des travaux. Et typiquement, des thèmes comme la thermosensibilité ou bien les consommations énergétiques anormales pourraient être utilisés
et on peut adresser des applications de façon à faire ces repérages. On a également un autre enjeu énorme en matière de développement d'énergie photovoltaïque. Je cite un chiffre, on produit actuellement 30 gigawattheures d'énergie photovoltaïque sur le Nice Côte d'Azur, on va passer à 110 en 2026, ça veut dire qu'on multiplie quasiment par 4 la production, et on va lancer une grande étude de façon à identifier tous les sites de production possibles. Et un des axes aujourd'hui de développement de photovoltaïque, c'est les grappes d'autoconsommation. Donc typiquement aujourd'hui, si on pouvait utiliser la donnée électrique réseau pour prédéterminer des grappes de consommation sur notre territoire, ce serait extrêmement intéressant. Je fais ces deux propositions parce que là, typiquement en 2021, nous, Métropole, nous travaillons sur ces deux axes-là et on veut avoir des résultats. Super, merci pour ces idées. J'espère que les entreprises saisiront l'occasion de ces idées pour proposer quelque chose. Et peut-être une dernière question pour Enedis. On a évoqué tout à l'heure la possibilité d'accéder à des données closed data pour les collectivités. Quelles sont les modalités pratiques pour accéder à ces données plus fines? Alors, pour les startups qui nous écoutent, on conseille le site web. Donc, il suffit de taper sur Google Data Hub Enedis. Et là, ils auront les différents services qu'on propose. Il y a la plateforme SGE Tiers que la métropole de Nice connaît bien parce qu'ils l'ont souscrite. Mais aussi ce qu'on appelle le Data Connect qui permet, quand on développe une application smartphone, de faciliter le consentement client pour récupérer les données individuelles de ce client. Donc voilà, le site web Data Hub Enedis sur Google. Super. On a tous les éléments pour sortir de beaux projets. Je pense que maintenant, on peut passer à la présentation sur les opportunités de financement. Et je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation à cette table ronde. Restez quand même connectés pour la fin de cette présentation parce qu'il y aura un deuxième moment de questions-réponses si jamais dans le chat, on en a des nouvelles. Oui, et pour ce qui concerne… Oui. Non, vas-y, je te laisse, Valentina. Ok, je commence la présentation sur les opportunités de financement à ce sujet dans le cadre des financements donc nationaux et européens. Je commence avec le PIA4. Le PIA4, le plan d'investissement d'avenir qui s'ouvre en 2021, donc avec deux possibilités, deux volets d'innovation, donc une innovation dirigée et une innovation structurelle. L'innovation dirigée étant dédiée à soutenir des priorités d'investissement stratégiques qui répondent aux grands enjeux de la transition énergétique et écologique. Donc, les thématiques sont la deep tech, les technologies numériques que nous venons d'évoquer, l'agriculture responsable et la ville de demain. Et ce volet-là, il est doté d'une enveloppe de 12,5 milliards d'euros. Et après, il y a le volet innovation structurelle doté, lui, d'une enveloppe de 7,5 milliards d'euros. Et ce volet-là, il a plutôt l'objectif de pérenniser le financement de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce qu'il faut se souvenir par rapport à ce nouveau plan d'investissement d'avenir, c'est que un tiers des investissements seront en faveur de la transition écologique et énergétique. Et donc là, aussi la dimension territoriale sera amplifiée dans les deux volets dirigés et structurels. Donc il y aura l'occasion de financer beaucoup de projets sur la transition écologique et énergétique. Et des actions qui sont mises en place sont les actions de ville de demain et des territoires d'innovation. Nous avons mis aussi deux liens pour trouver des aides qui seraient les plus adaptées à vos projets, des aides donc niveau national, le premier lien, et des aides par rapport à plutôt territoire. Donc là, on passe à un exemple de dispositif qui est mis en place dans le cadre du PIA4, c'est le concours d'innovation. Je laisse la parole à Marielle. Oui, Marielle Campanella, donc chargée des projets et de toutes les activités internationales chez SCS. Marielle, oui, tu as ouvert ta caméra, c'est bien, donc on te laisse la main sur les différents appels à projets français et Europe, avant de repasser la main à Valentina pour plus tard. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Très bien.
Oui, très bien. Donc bonjour à tous. Oui, quelques mots sur quelques appels à projets, à la fois français et à la fois internationaux qu'on a identifiés au sein du pôle SCS et qui peuvent être pertinents pour d'éventuelles idées de projets qui peuvent émerger des discussions d'aujourd'hui. Donc l'un des appels qu'on a identifié effectivement est le concours d'innovation Innove, qui est la particularité d'être un appel à projet national et monopartenaire. Donc qui s'adresse aux startups et aux PME qui sont porteuses de projets particulièrement ambitieux en matière de R&D. Les thématiques spécifiques devraient être annoncées très prochainement par la BPI et par l'ADEME lors du lancer du cahier des charges. Mais de façon globale, ce sont systématiquement des projets d'innovation avec un potentiel particulièrement important d'un point de vue économique qui sont sélectionnés dans le cadre de cet appel à projet-là. Donc on est sur des budgets de l'ordre de 600 000 à 5 millions d'euros maximum, avec un taux d'aide qui est variable de 35 à 45% suivant la taille de l'entreprise qui porte ce projet-là, et le financement se faisant à 2/3 sous la forme de subventions et à 1/3 sous la forme d'avance remboursable. Donc, comme je l'ai dit, l'appel à projet devrait sortir très prochainement avec une date de clôture qui se situera aux alentours du mois de mai 2021 cette année. Et donc, ce sont des projets qui durent de l'ordre de 1 à 3 ans environ. La labellisation par un pôle de compétitivité n'est pas obligatoire, elle est optionnelle, mais cependant, elle apporte une valeur ajoutée importante au moment de la présélection et en particulier un bonus financier qui est non négligeable sur ce type de projet ambitieux. Voilà pour le concours Innove. Le type de projet suivant, donc ce sont les projets PSPC que vous connaissez peut-être, donc projet de recherche et développement structurant pour la compétitivité, ici au niveau national. Donc c'est un appel à projet qui soutient les collaborations structurées entre acteurs industriels et acteurs académiques. Cet appel à projet a la particularité de ne pas avoir de thématique cible particulière, mais cependant les projets qui sont rattachés aux thématiques des 18 comités stratégiques de filière CSF sont privilégiés. Donc on est bien sur des projets collaboratifs avec à minima 2 entreprises et un organisme de recherche. L'idée ici est de soutenir des projets de R&D donc qui rassemblent ces différents types de partenaires afin de viser des projets qui ont des retombées économiques et technologiques directes et immédiatement visibles sous la forme de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles technologies. Et également des retombées de manière plus indirecte sur la structuration de ces filières. Donc l'appel à projet est actuellement ouvert au fil de l'eau avec des relèves mensuelles. L'appel à projet va se clore le 29 juin et il y a certaines dates intermédiaires de relevé, la date prochaine étant le 13 avril, la suivante le 11 mai et donc la dernière le 29 juin. On est sur des projets beaucoup plus ambitieux en termes d'enveloppe budgétaire, puisque c'est de l'ordre de minimum 4 millions jusqu'à plus de 50 millions, avec un taux d'aide qui varie pour les entreprises de 30 à 50% suivant leur taille, et 100% pour les entreprises, les organismes de recherche, sur leur base de leurs coûts marginaux. Et on est sur un mode mixte entre subventions et avances remboursables. Donc, tout comme pour le concours Innove, la labellisation est optionnelle par les pôles de compétitivité, mais elle apporte un réel bonus au niveau de la présélection et un bonus financier également sur le taux d'aide. Pour le prochain point, Fabienne, je te laisse évoquer le challenge IA. Question très rapide par rapport au concours Innove. C'est une start-up de SCS qui pose la question d'ailleurs. Y a-t-il un seuil de... Je suis plus en charge de l'Europe, mais... Oui, tu m'entends? Oui. Allô? Tu m'entends, Marielle? Oui, vas-y. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, donc pour le concours innovation, je vais peut-être revenir à la slide précédente. Est-ce qu'il y a un seuil de fonds propres minimum pour bénéficier des subventions?
Alors, je suis pas spécialiste des projets français, mais en général, sur ces appels-là, effectivement, c'est pour 1 euro de fonds propres, pour 1 euro d'aide, 1 euro de fonds propres est demandé. Mais je pense que mes collègues en charge des projets français, vous aurez leur contact un petit peu plus tard pour vous fournir plus d'éléments sur ça. Ok, très bien, merci. Allez, j'enchaîne très rapidement avant de te redonner la main pour les appels européens avec les challenges IA. Hein. On nous a annoncé, BPI nous a annoncé qu'il y aura un lancement de la vague 3, la dernière vague, avec un AIMI sponsor, donc lancé en mars 2021. Je rappelle que SCS et SAFE sont accompagnateurs suite à un appel d'offres lancé en 2019, accompagnateurs sur la thématique défense et sécurité. Mais il y a 3 autres thématiques qui peuvent vous intéresser aussi. Mobilité, environnement mobilité, environnement et santé. Hein. Donc, sur ces 4 thématiques issues de la stratégie IA et du rapport Villani de 2018, défense, sécurité, environnement, mobilité et santé, sont lancés donc des challenges IA et les sponsors, donc des grands groupes ou des grosses PME, comme Dexter Robotics que vous voyez en bas à droite, ou alors des structures publiques et une collectivité d'ailleurs peut tout à fait candidater à l'AMI sponsor pour diffuser un challenge. Nous sommes là, SAFE et SCS, pour vous accompagner dans la rédaction de ce challenge. Et d'ailleurs, collectivité, vous avez la chance, vous, de pouvoir bénéficier de 50 000 € d'aide en subvention pour pouvoir, je dirais, mettre au propre vos différents jeux de données et pouvoir diffuser ce challenge et trouver la meilleure solution technique sur le territoire national. Ça, c'est suite à l'AMI sponsor, donc une sélection des meilleurs, je dirais, challenges est retenue. Et ensuite, BPI lance un appel à projet lauréat avec des subventions. Et on peut avoir jusqu'à 100 000 € de subventions pour une PME, donc qui offrirait donc la meilleure solution technique IA. Tout est basé sur les différents modèles et algorithmes IA. Voilà, donc là, ça n'est pas encore d'actualité, je n'ai pas de date précise à vous donner, mais rester connecté, ça devrait être d'une semaine à l'autre. Voilà, je te redonne la main si tu veux bien, Marielle, pour l'appel à projet France-Allemagne. Oui, tout à fait. On reste dans le thème de l'IA toujours, puisqu'ici, c'est un appel à projet cette fois-ci, pas complètement au niveau européen, mais en tout cas limité aux pays suivants, donc la France et l'Allemagne. Les financements, par contre, viennent à échelle nationale et ne viennent pas de l'Europe. Donc là, c'est un nouvel appel à projet qui a été lancé récemment, donc au début de ce mois, qui vise qui repose sur la coopération franco-allemande et qui se positionne sur les conséquences de la crise du Covid. Et donc ici, la France et l'Allemagne ont proposé le lancement de façon conjointe d'un appel à projet donc franco-allemand qui vise à dynamiser l'offre de solutions au service de la prévention et de la résolution de crises sanitaires, économiques et environnementales. Donc on est ici sur un appel à projet collaboratif qui permet donc de soutenir des projets bilatéraux sur le développement de technologies d'IA qui permettent des avancées significatives sur la prévention des crises dans 3 domaines principaux que sont la santé, l'économie, mais également l'environnement. Dans l'environnement ici, il faut comprendre toute la partie liée aux détections et à la prévention de crises environnementales, la surveillance des émissions de CO2 par exemple, etc. Donc, cet appel à projet structuré un petit peu comme l'appel à projet PSPC, il est également géré par la BPI de la même façon. Donc ici, on est sur des consortiums avec maximum 5 partenaires et au minimum une entreprise et un acteur de recherche et au minimum un représentant de chaque pays, la France et l'Allemagne, avec à la fois un chef de file français et un chef de file allemand. On est sur des projets avec une enveloppe budgétaire minimale de 4 millions d'euros et le taux d'aide varie de 30 à 50% pour les entreprises suivant leur taille et 100% des coûts marginaux pour les organismes de recherche. Et on est uniquement sur de la subvention. Donc l'appel à projet est actuellement ouvert. Il va se clore le 29 avril prochain sur la partie dossier simplifié et les projets présélectionnés auront un dossier complet à remettre pour le 22 octobre. La labellisation n'est pas obligatoire, il ne semble pas y avoir de bonus particulier, mais cependant, le pôle vous fournit une assistance à ses membres qui souhaitent se positionner dessus, éventuellement pour la recherche de partenaires allemands via notre réseau européen de cluster, nos homologues en Allemagne, et également une assistance éventuelle pour l'aide à la rédaction pour nos membres. Voilà.
Puisqu'on est dans les relations internationales, on va passer maintenant au financement européen, cette fois-ci avec des budgets qui viennent directement de l'Union européenne. Donc avec Cap Énergie, on souhaite aussi mettre l'accent sur ce qu'on appelle les projets de cascade funding, qui sont un dispositif de financement assez particulier, mais très intéressant, en particulier pour les PME, pour le financement de projets très particuliers. Donc, pour rappel, le cascade funding est un instrument de financement européen, donc dans le programme Horizon 2020, qui est géré et disponible non pas par la Commission européenne, mais via des projets et des acteurs intermédiaires, donc qui agissent au nom de la Commission européenne, d'où cette idée de cascade, où les financements donc vont de la Commission européenne vers ces acteurs et ces projets intermédiaires, et ensuite vers les projets et les entreprises qui en bénéficient. Donc, ces projets intermédiaires sont sélectionnés pour apporter un accompagnement financier et également des prestations de soutien à l'innovation, en général dirigées vers les PME. Donc ici, on a identifié l'appel à projet qui s'intitule Metabuilding. Donc je souligne que SCS n'est pas impliqué directement dans ce projet Metabuilding, mais cela fait partie de notre rôle au niveau des pôles, d'assurer une veille sur les appels ouverts et donc de les communiquer à notre écosystème et à nos adhérents. Donc, dans l'appel à projet Metabuilding, on est sur des thématiques assez particulières, donc qui sont au nombre de 5, à savoir le domaine de la construction, de l'industrie digitale liée à la construction, de la fabrication additive, de l'économie circulaire, en particulier l'économie urbaine circulaire, et de la solution fondée sur la nature, sur le biomimétisme. Donc, il y a tout un domaine construction qui peut être également pertinent pour le thématique de la journée d'aujourd'hui. Il y a actuellement un petit appel ouvert qui s'appelle SEED, qui vise en fait à financer des prestations externes ponctuelles sur une problématique projet donnée, en particulier pour la vérification d'aspects techniques, d'aspects juridiques ou commerciaux particuliers sur une thématique spécifique, cette prestation devant être faite par des parties extérieures à l'entreprise. Donc le projet Metabuilding fournit une aide à hauteur de 5 000 € pour cette prestation extérieure qui peut porter par exemple sur des services très variés, sur des problématiques de propriété intellectuelle, d'analyse technique, d'études de marché par exemple, de business plan, etc. Donc là, ce call est actuellement ouvert et va se clore le 26 février prochain, donc c'est assez imminent. Et le projet Metabuilding va aussi lancer un autre appel à projet qui s'appelle Grow. Cette fois-ci, c'est un appel à projet collaboratif et qui visera le financement d'actions innovantes pour le développement de technologies qui répondent aux challenges mentionnés plus tôt sur les 5 thèmes en question. L'appel n'est pas encore ouvert, il devrait s'ouvrir courant de l'année 2021 et les financements seraient de l'ordre de 55 000 € par projet. Voilà. Et de la même façon, SCS fournit un accompagnement auprès de ses membres qui souhaitent se positionner sur ces appels-là. Voilà. Je crois ensuite que Valentina a un autre projet de type cascade funding à nous présenter également. Donc, je te laisse la main, Valentina. Merci Marielle, oui tout à fait. Donc je vous présente le projet Platoon qui a donc mise en œuvre des open calls. Donc les PME auront la possibilité de se positionner sur 6 challenges, sur des challenges qui sont listés dans la slide, donc l'interopérabilité, la data analytics, la gouvernance, la sécurité, la privacy et la souveraineté de la data et l'edge computing, ou alors de se positionner sur des propositions de challenge, en sachant que le thème global du projet qui est porté par Engie est la digitalisation du secteur de l'énergie grâce à l'adoption des technologies de rupture. Et donc là, les PME ont le temps de se positionner jusqu'au 4 mars, donc c'est bientôt, et obtenir ainsi des subventions jusqu'à 150 000 €. Donc là, vous avez le contact, Monsieur Philippe Calves de Engie. Ensuite, si on passe à d'autres dispositifs européens, il y a l'initiative de programmation conjointe à la JPI Urban Europe qui, elle, finance des projets de recherche appliquée, donc des démonstrations sur des problématiques de transition urbaine. Et il y a un appel qui est en cours maintenant, Eranet, qui s'appelle Co-Fund Urban Transformation Capacities. Les sujets
qui sont abordés sont l'économie circulaire urbaine, le développement communautaire et les écosystèmes d'innovation urbaine, l'infrastructure urbaine et l'environnement bâti robuste et résilient. Donc là, c'est un dispositif particulier qui est géré en France par l'ANR. Donc là, on vous a mis le contact à l'ANR, mais pour les entreprises qui veulent, les entreprises et pas que, hein, qui veulent se positionner sur cet appel, il faudra le faire pour le 15 avril pour le pré-dépôt et pour le dossier complet en juin 2021. La particularité, c'est qu'il y a un consortium à construire qui soit constitué d'au moins 3 structures des 3 pays européens qui participent à ce dispositif. Et donc, parmi les structures qui peuvent candidater, il y a des organisations de recherche, des autorités gouvernementales urbaines, les collectivités, des entreprises, même les consommateurs et la société civile. Voilà pour ce dispositif. Ensuite, pour ce qui concerne Horizon Europe, donc Horizon Europe qui est le nouveau programme cadre qui fait suite à Horizon 2020 et qui sera lancé en 2021, on vous a mis ici un exemple de call, d'appel qui pourra être lancé et qui fait partie de la mission Climate Neutral and Smart Cities. Donc, l'objectif de la mission globale, c'est de sélectionner une centaine de villes à l'horizon 2030 qui soient neutres pour le climat et intelligentes. Et dans le cadre du cluster numéro 5 sur le climat, l'énergie et la mobilité, l'appel qu'on vous met un exemple est celui-là de renforcer le savoir-faire lié à la numérisation des écosystèmes énergétiques locaux, donc tout à fait dans le thème de ce webinaire. Il s'agira ici donc de contribuer à augmenter l'autonomie des écosystèmes pour participer à la transition énergétique, d'augmenter le nombre des participants sur les marchés de la flexibilité, de couvrir le manque de connaissances sur la numérisation des services énergétiques et de faciliter les services numériques liés à l'énergie dans la commande publique. Donc ici, on aborde toutes les thématiques qui sont citées en dernière ligne, hein, les communautés énergétiques, l'intelligence artificielle, l'IoT, la cybersécurité, les big data, la blockchain. Tout ce qu'on vous dit là, par contre, est provisoire. Hein. Ces thématiques sont en cours de finalisation à niveau européen. Donc ça pourrait évoluer. Et on va aussi vous dire qu'il y a le 11 mars un webinaire organisé par la région justement sur Horizon Europe auquel vous pouvez participer. C'est tout bon pour moi. Ici, vous avez les contacts chez les 2 pôles pour ces différents appels à projets européens et nationaux qui nous avons listés. Et ensuite, vous avez aussi le calendrier des prochains événements organisés par les 2 pôles, je crois, sur la slide suivante. Oui, tout à fait. Là, je laisse un peu de temps pour que les personnes puissent prendre connaissance éventuellement des noms des personnes qui peuvent vous accompagner, hein, donc dans le montage du projet, dans l'identification d'un partenaire, dans le ciblage d'un financement ou tout simplement dans la mise en œuvre hein, d'un projet avec financement public ou pas. Voilà, ça c'est les prochains rendez-vous. Côté SCS, c'est en haut, et côté Cap Énergie, c'est en bas. Voilà, et donc je vous laisse lire tranquillement ces différents sujets. Et peut-être que Valentina, tu veux qu'on repasse aux questions ou Dis-moi, Fabienne, s'il y a des questions dans le chat, moi je ne le vois pas forcément. Il y a une question à nouveau sur la sécurité pour Enedis sans doute. Pensez-vous que la solution de sécurité existante pour l'appareil IoT, le réseau et le cloud est suffisante? Cherchez-vous à améliorer la sécurité en explorant les modules de sécurité basés sur l'intelligence artificielle et le machine learning? Donc, la solution de sécurité existante pour les appareils, le réseau, donc connectivité et cloud, est-elle suffisante? Et sinon, est-ce que Enedis cherche à améliorer cette sécurité en explorant les technologies innovantes de l'intelligence artificielle et notamment du machine learning? Xavier? Je crois comprendre que c'est un membre du pôle SCS spécialiste dans la cybersécurité. Non, même pas. Là, pour le coup, non?
Non. Parce que pour le coup, là, j'aurais invité, et je peux très bien me proposer à trouver les bonnes personnes au niveau national qui traitent de sujets. Voilà, vous avez en face de vous des personnes qui sont au niveau local pour accompagner les collectivités. On connaît bien tout ce qui traite de l'open data et sur le sujet en lui-même de la cybersécurité et des protections à l'accès à nos réseaux, c'est vrai que on a des experts au niveau national et c'est plutôt à eux qu'il faudrait poser les questions. C'est un sujet, toutes les entreprises ils sont confrontés et je peux vous garantir qu'ils disent mais tous les moyens en œuvre et après c'est preuve avec le déploiement de 30 millions de compteurs pour que l'accès aux données soit protégé. Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Je suis pas du tout expert de ce sujet. Je suis pas si Aymeric et Bertrand le sont, mais par contre pour le coup, si Fabien me donne les coordonnées de la personne, on peut tâcher à lui apporter une réponse. Très bien, merci beaucoup Xavier. Voilà, pas d'autres questions. En complément peut-être sur le machine learning, là où Enedis on est intéressé et on travaille, c'est utiliser le machine learning pour créer des systèmes d'alerte sur la base des consommations énergétiques. Là, c'est un champ dans lequel on croit beaucoup pour apporter de la plus-value aux clients. D'accord. Donc, ce sont des projets en cours et vous cherchez des offreurs de solutions innovantes pour détecter ces pics de consommation ou ces courbes ou ces comportements usagers, ou vous avez déjà en interne voilà, si jamais il y a des startups qui développent ou qui ont des idées de développement de machine learning pour mieux exploiter les données qu'on met à disposition autour de systèmes d'alerting, on est preneur avec Xavier d'échanges avec eux. Effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette bonne nouvelle. Voilà, écoute, Valentina, je ne sais pas si tu as des questions de ton côté ou sinon on va peut-être clore Voilà. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Peut-être je vais vous demander à tous les intervenants de rouvrir leur caméra, si vous voulez bien. Voilà, merci pour votre participation, pour votre intervention. Et voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end un peu en avance. Et je vous rappelle que chacun des participants aura un questionnaire à la fin du webinaire qui va s'afficher. Merci d'y répondre. Et nous restons à votre disposition pour répondre aux questions peut-être ciblées et à d'autres si vous le souhaitez. Voilà. Merci à tous. Je rappelle que le webinaire sera en replay sur les sites de Cap Énergie et SCS, et les présentations également seront mises à disposition des membres SCS et j'imagine aussi que des membres Cap Énergie. Voilà. Oui. Voilà. Merci encore à vous et à bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.